Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, bilan des dossiers avec la mairesse de Saint-Urbain, Claudette Simard. Le Salon des métiers d'art est de retour au Fermont Manoir Richelieu. On fait le tour des dossiers avec la députée fédérale Caroline Desbiens. Le cabaret festif, toujours aussi populaire. Lancement de la campagne de recrutement des bénévoles pour Opération Nez Rouge. Et enfin, le projet éolien dans Charlevoix-Ouest pourrait voir le jour en 2024. Bonne émission! Nous avons voulu connaître le développement de certains dossiers à la municipalité de Saint-Urbain. Nous avons rencontré la mairesse, Claudette Simard. Claudette Simard, bonjour. Bonjour, Elisabeth. Merci de prendre le temps aujourd'hui. Commençons par faire un peu le tour des dossiers. Au niveau du parc industriel, ça a énormément bougé cette année. Est-ce qu'on est toujours en développement de ce côté-là? Écoutez, on attend bien sûr une annonce qui sera faite en décembre. Alors, vous serez bientôt au courant du projet d'usine de galvanisation avec le promoteur. Alors, on espère que le tout se fasse très bien et je pense qu'on a beaucoup d'espoir d'avoir un beau projet pour Charlevoix, pour la municipalité bien sûr, mais aussi pour Charlevoix. Et je pense que le promoteur, c'est très sérieux et c'est des partenaires avec lui qui sont très conscients du besoin aussi qu'il y a dans ce domaine-là. Alors, on est très heureux de pouvoir accueillir, on l'espère, ce projet-là. Parfait. Et dans la même veine, là, il y a les travaux d'égouts qui ont touché énormément le développement du parc industriel, mais également le secteur résidentiel. Où en sont rendus les travaux? Ouais, mais les travaux, il reste à peine une semaine pour le compléter. C'est quand même important de signaler que c'est vraiment d'avoir une nouvelle station de pompage du côté sud de la municipalité, parce que ce qu'on avait à ajouter, l'usine probable et le secteur agroalimentaire près du parc industriel et les maisons qui seront branchées, elles, uniquement le printemps prochain. Là, l'important, c'était de se rendre jusqu'au parc industriel et ça devrait finir d'ici la semaine prochaine. Et c'est un projet de plus de 2 millions. Alors, c'est un gros projet et on a dû installer aussi une nouvelle station de pompage. Donc, ça avance bien, si je comprends bien. Oui, vraiment, ça a très bien été. Parlons de développement domiciliaire. Donc, on sait que les phases 4 ou 5 étaient presque terminées sur Saint-Jérôme. On est rendu où au cœur villageois? Au niveau de Saint-Jérôme, le développement, la phase 4 est terminée. Il est terminé. Il nous reste 2 terrains seulement à vendre. OK. Alors là, on travaille sur l'achat l'an prochain d'un nouveau secteur et pour un 40 autres terrains. Et au niveau du développement résidentiel au cœur du village, la première phase, sur 9 terrains, nous en avons 7 de vendus. Il en reste seulement 2. Et nous aurons au printemps prochain la construction d'un bloc appartement dans Donc, la première phase. Et nous allons travailler sur la deuxième phase. est-ce que ça va au-delà de vos espérances au niveau de la construction résidentielle au sein même de Saint-Urbain? Au niveau du développement du chemin des mines, Oui. dans ce secteur-là, nous avons quand même, et les phases, on a 4 phases qui au total font 40 maisons. Et vous savez, les gens ont quand même 2 ans pour se construire. Il faut penser que la pandémie a quelque chose d'important aussi en lien avec ça. Et bien sûr, l'inflation qui se présente. Mais en fait, les gens sont très fiers de pouvoir venir s'installer euh, dans ce secteur qui est quand même très tranquille et qui est beau, qui attire beaucoup de gens. Alors, c'est pour ça que pour nous, là, c'est important. Cette année, on a 6 constructions neuves OK. dans la municipalité. Alors, c'est déjà quand même bien, mais il va y en avoir encore davantage. Ça continue. Oui, exactement. Parlons maintenant au niveau peut-être un peu plus environnement et loisirs. Sentier Québec Charlevoix a sorti dernièrement une idée pour rendre la traversée de Charlevoix comme parc linéaire. Ça touche entre autres la municipalité de Saint-Urbain. Est-ce que vous appuyez la démarche? Comment vous trouvez ça? Écoutez, moi, je ne suis vraiment, malheureusement, pas au courant vraiment du dossier. Je pense que ça a pensé depuis quelques années déjà d'avoir ce Mhm. parc linéaire, excuse-moi, mais je ne sais pas si les pour et les contre.
les inconvénients et ce qui est le mieux pour ces gens-là. Alors moi, j'aime mieux pas me prononcer là-dessus. Je les laisse travailler. Nous verrons les résultats des rapports qui nous seront rendus, je pense, au printemps prochain. Et non, je ne m'avance pas sur le oui ou le non d'appuyer ce projet-là. Donc, j'imagine, c'est ça, vous attendez plus d'informations et d'études avant d'être... Effectivement. Oui, Oui, je pense que c'est important parce qu'il faut aussi que je fasse partie une acceptabilité sociale, comme on peut le dire. Et il ne faut pas oublier que des parcs, on en a quand même plusieurs dans Charlevoix. tout à fait, Madame Simard. En terminant, vous avez maintenant un nouveau directeur général au bonheur, j'imagine, de votre municipalité, Monsieur Martin Guérin, que plusieurs personnes dans Charlevoix connaissent. Qu'est-ce que ça représente là, pour la municipalité? Écoutez, nous avons Monsieur Gilles Gagnon qui est maintenant à la ville de Baie-Saint-Paul, Oui. qui a fait un travail exceptionnel aussi au sein de la municipalité. Et on est très fiers de tout ce qu'il a amené chez nous, parce que, comme je le dis souvent, le poste de direction générale, c'est majeur pour une municipalité. Et là, d'avoir la chance d'avoir Monsieur Guérin, bien, c'est quand même quelqu'un qui est connu partout dans Charlevoix, mais qui a aussi, au départ, des connaissances au milieu municipal, dans le milieu municipal, dans le milieu régional et dans le milieu provincial, soit au niveau de la municipalité Saint-Siméon, à la MRC de Charlevoix-Est, et comme attachée politique de Madame Émilie Foster a fait un plus pour nous, je crois. Je pense que c'est intéressant et on est bien fiers de l'avoir chez nous maintenant. Tout à fait. Madame Simard, est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels il va devoir s'attarder prochainement, rapidement? Mais moi, j'aurais aimé ça vous parler aussi de nos sentiers de vélo de montagne. On a la haute du Gouffre qui a le départ à la traversée de Charlevoix. Oui. Il est maintenant rendu à près de 20 kilomètres de sentiers pédestres et de vélos. Et c'est bien sûr que ça longe la rivière du Gouffre, qui est une rivière à saumon. Les gens partagent le sentier, mais aussi des pêcheurs qui se font un grand plaisir de pêcher le saumon dans cette belle rivière qui, bien sûr, est gérée par la CVG. C'est génial. Nous avons dans le chemin des mines, notre sentier des mines avec autour de 6 à 8 kilomètres qui sont déjà aménagés qui fait fureur dans Charlevoix et de gens d'extérieur qui viennent aussi. Nous avons le poste d'accueil qui a été construit, qui sera terminé en 2023. On a encore plein d'autres projets pour l'année qui vient. Alors, on développe bien, puis il faut aussi y aller avec notre capacité de payer. Alors, ce sera ce qui sera travaillé dans les prochains jours au niveau du budget municipal. Absolument. Madame Claudette Simard, merci. À la prochaine. Ça m'a fait plaisir. Annick Perron, directrice de la Corporation des métiers d'art dans Charlevoix, nous parle de la prochaine édition du Salon des métiers d'art qui aura lieu encore une fois cette année au Fermont-le-Manoir Richelieu. C'est une 15e édition, ça va être une merveilleuse édition, je pense, cette année. C'est un peu l'après-pandémie, on commence à sortir là, de la pandémie. Donc, cette année, il va y avoir plus de producteurs, d'artisans. L'année passée, il y en avait un petit peu moins dû à la situation. Le Salon des métiers d'art revient en force cette année avec plus d'une quarantaine d'artisans au Fermont, le manoir Richelieu, à la Malbaie du 25 au 27 novembre prochain. Le site est vraiment magnifique, il s'apprête bien, on a une très, très, très belle salle. C'est bien aussi d'aller chercher une clientèle de l'hôtel, ça nous fait avoir des visiteurs un peu de l'extérieur, c'est très bien aussi pour le salon. Donc, on a trouvé que l'endroit était vraiment bien, puis après, là, ça va être la 3e année, puis je pense que vraiment, tout le monde est très heureux d'être au Manoir Richelieu. L'événement annuel regroupe non seulement les artisans d'ici, mais également plusieurs producteurs de la région et du Québec. C'est très important pour les artisans et les producteurs parce que c'est un moteur économique très important pour eux. Il y en a qui ont besoin il y a plusieurs artisans producteurs qui font les marchés publics aussi durant l'été, qui font des autres marchés. Donc, pour eux qui n'ont pas nécessairement d'atelier boutique non plus. Donc, pour eux, c'est encore plus important. Oui, c'est toute la visibilité du métier d'art aussi dans la région. Puis, comme on vient de parler du Manoir Richelieu, à quel point c'est très beau, toute la visibilité, tout ce que ça l'amène, bien oui, le salon est très important, je pense, pour la région. Moi, je pense que c'est un des plus bels événements là, de Charlevoix. La porte-parole, Geneviève Jaudoin, sera sur place le vendredi 25 novembre. Lors du cocktail dînatoire VIP, les billets sont en vente au coût de 50 $. Pourquoi elle a été choisie? Je trouve c'est une femme qui demeure ici, qui est très... qui a
des beaux talents. Elle adore le métier d'art. Elle a des amis, beaucoup d'artisans. Elle est déjà, je trouve qu'elle a un style un petit peu métier d'art aussi. Elle s'apprête bien avec le métier d'art. Et quand on lui a proposé, là, elle a accepté tout de suite. Elle était très contente. Parallèlement, la directrice de la Corporation des métiers d'art poursuit le développement de sa boutique rue Ambroise Fafard. Cet été, ça l'a paru, les gens ont vraiment aimé les changements. C'est beaucoup plus clair aussi, hein? Les caissons sont blancs, puis on a changé le comptoir de place. On a fait des petites modifications pour agrandir la boutique en enlevant les salles d'essayage aussi qu'on n'avait pas besoin. Donc, plein de petites choses. Oui, on est très satisfait de la boutique. Là. Je trouve que là, vraiment, là, cet hiver, on ne pense pas faire d'autres choses pour cette année parce que vraiment, là, on a atteint un beau niveau. On va plutôt aller travailler plutôt sur l'approvisionnement, augmenter le nombre de produits dans la boutique. Pour notre 3e année, là, ça va être notre mandat. Vous désirez rencontrer les artisans et producteurs d'ici? Rendez-vous au Salon des métiers d'art Charlevoix, la dernière fin de semaine de novembre. La députée de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans-Charlevoix a fait le bilan de l'année des dossiers concernant la région de Charlevoix. Voici l'entrevue. Caroline Desbiens, bon matin. Bonjour, bonjour. Ça a été une belle année une grosse année pour le Bloc québécois. Revenons d'abord sur le dossier de la pêche à la fascine là, qui a énormément touché la région de Charlevoix. C'est quoi le fait saillant, finalement, de ce dossier-là? Là? Bien, c'est un long périple pour pas grand-chose, dans le sens où la solution était simple, en fait. Oui. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Au fédéral, c'est ça. Alors, ça a pris comme 7 rencontres, une rencontre d'urgence du comité parlementaire des pêches avec la ministre, les fonctionnaires. Et à force d'expliquer la situation, j'ai même dit à un moment donné, écoutez, je vais prendre mon portable, là, je vais mettre mes bottes à balai, je vous amène sur le bord de la mer, puis je vais vous prouver que le Caplan roule au mois d'avril, qu'il n'y a plus de glace au bord de la rive, puis qu'on est prêt à pêcher, parce que les fonctionnaires titillaient, disaient non, le Caplan n'est pas arrivé. Non, le Caplan, il est arrivé. Je vais vous le montrer. Et on dirait que quand j'ai dit ça, là, parce que je m'adonnais à être en zoom à l'île aux Coudres, puis qu'il y avait du Caplan sur le bord de l'eau, on dirait que quand j'ai dit ça, là, ça les a comme, ça a sorti le pommier. Là. Okay. Alors là, on a eu un résultat. Mais donc, le résultat, c'est que les pêcheurs ont eu le droit de pêcher. Le lendemain après-midi, il y avait une rencontre avec le comité consultatif et 2 heures après, il y avait leur permis pour pêcher. Alors, on était contents. On avait au moins sauvé un gros 2 semaines de pêche. Maintenant, ce qu'on a à surveiller, et on est en mode surveillance, oui. C'est la prochaine saison. On a laissé évidemment M. Mailloux, Mme Gauthier pêcher par leur saison et tout, mais on va leur revenir dans pas long pour voir où est-ce qu'ils en sont et quelles sont leurs dispositions au niveau des permis et tout ça, et s'ils ont eu d'autres nouvelles du ministère. Mais en principe, ils auraient eu gain de cause et ils auraient la permission de pêcher en avril. Donc, il y a une distinction il y a une distinction entre les gros pêcheurs qui font de la pêche massive au large de Terre-Neuve et nos petits pêcheurs de la fascine qui n'altèrent en rien la ressource. Une ressource qui est distincte, et ça a été démontré, la ressource du Saint-Laurent est distincte de celle du large de Terre-Neuve. Absolument. Voilà. Donc, on ne devrait pas, on ne s'attend pas du côté du Bloc à refaire là, comment dire, les pieds et des mains, finalement, là, pour cette année. Je ne penserais pas. Il n'y a plus personne au MPO qui ne connaît pas le Caplan pour la pêche à fascine. Il n'y a plus personne dans la Chambre des communes, les 338 députés savent c'est quoi un Caplan. Ça, je peux vous dire ça. Fait que, en principe, la ministre devrait prendre acte et mettre en place ce qu'elle a annoncé. Comme je vous dis, on est sous surveillance. Tout à fait. Donc, c'est ça, on reste à l'affût de ce dossier. Tout de même. Parlons maintenant de l'assurance chômage au Québec qui touche vraiment le Bloc québécois, mais qui touche aussi là, la région de Charlevoix. On a plusieurs employés, des travailleurs saisonniers. On en parlait dernièrement que certains travailleurs n'auront pas de prestations pendant au moins 3 mois cet hiver, ce qui est vraiment énorme. Quelles sont les avancées à l'heure actuelle? Puis on s'attend à quoi en 2023? Bien, on a fait, moi j'ai fait un point de presse cet automne. Oui. On a fait aussi une grande rencontre suivie d'un point de presse avec toutes les associations de travailleurs du Canada et de l'Est du Canada, dont évidemment les associations du Québec. Et on est allé au plus loin qu'on pouvait aller
Cette réforme-là, nous autres, ce qu'on demande au Bloc, c'est une réforme de l'assurance-emploi. On est bien conscient qu'une réforme, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est lourd, le processus législatif à la Chambre des communes. Mais on pense qu'il peut y avoir réglementation qui fasse en sorte d'ajuster la loi existante, qui permette un statut de travailleur saisonnier. Donc, un statut de travail saisonnier et donc de travailleurs qui ont accès à ce type de travail, mais qui doivent rester en lien continu avec l'employeur. Oui. Ce qui sécurise les deux parties. Parce qu'il faut se dire que, on va parler d'immigration tantôt, l'immigration, c'est une solution au manque de main-d'œuvre, mais la rétention de la main-d'œuvre et l'attractivité de la main-d'œuvre dans les régions, c'est aussi un facteur très important. Si on veut intéresser les jeunes familles à venir s'établir, par exemple, dans Charlevoix, un ingénieur va facilement se trouver un travail, peut-être, je dis n'importe quoi, là, mais va se trouver un travail dans une usine ou un développement économique rural. Son épouse travaille dans la restauration. Elle peut aussi bien venir travailler dans la restauration dans Charlevoix que travailler en ville. Elle va aimer ça, s'installer ici. Mais s'ils sont insécures au niveau de ce grand trou noir qui s'élargit à un point tel que c'est devenu un hiver noir, bien, ils vont rester en ville. Donc, il y a toute... Et les employeurs sont avec nous dans cette démarche-là parce qu'ils ont compris que c'était un levier important pour la rétention de la main-d'œuvre et l'attractivité de la main-d'œuvre. Donc, ce qu'on demande à la ministre, c'est un statut de travail saisonnier, donc avec des critères particuliers, qui laisse libre cours à un rappel au travail occasionnel. Oui. On sait l'hiver, il y a des bouts de calme, il y a des bouts où ça bouge un peu. Le temps des fêtes, la relâche, les belles saisons, les belles semaines de ski, il y a un petit peu plus de monde. On peut rappeler notre monde, mais c'est pas suffisant pour que ces gens-là aient un revenu annuel. Donc, ce qu'on veut, c'est plus de souplesse à travers le statut du travailleur saisonnier. Ça n'aura pas le choix de bouger parce que le Québec est rempli de travailleurs saisonniers. Puis parlons peut-être de l'immigration. Ça aussi, c'est un dossier, comme vous le dites, qui est vraiment connexe et relié à l'assurance chômage. Est-ce que le Bloc va faire pression pour augmenter le seuil d'immigration ou à l'heure actuelle, c'est satisfaisant? Ça ressemble à quoi? L'enjeu, ce n'est pas de l'augmenter, c'est de les intégrer et qu'ils ne retournent pas, qu'ils ne repartent pas, qu'ils restent au Québec. Pour qu'ils restent au Québec, il faut qu'ils soient heureux. Pour être heureux au Québec, il faut parler français. C'est encore ça, la réalité. Et fort heureusement, c'est ça, la réalité. Et donc, ce qu'on veut, c'est plus de pouvoir en immigration pour être capable de sélectionner les bonnes personnes dont on mesure le potentiel de bonheur et qui vont donc s'établir ici. Il y a les regroupements familiaux, il y a les travailleurs étrangers temporaires, il y a plein de variables dans l'immigration qui sont importantes. Donc, augmenter le seuil pour faire des gens malheureux qui vont finir par s'en retourner, ou ouvrir la pleine porte de chemin Roxham, où il y en a 50% qu'on perd de vue, on ne sait plus ce qu'ils vont devenir. C'est pas la solution. La solution, c'est de faire une immigration juste tout le monde. Moi, je connais des immigrants qui travaillent avec un processus depuis 2 ans et demi, 3 ans, qui ont dépensé beaucoup d'argent, les employeurs aussi. Ils ne sont pas encore arrivés ici, puis ça rentre à pleine porte à Roxham. Et Mme Desbiens, dites-moi, est-ce que les conditions de travail vont devoir changer pour attirer justement la main-d'œuvre, attirer les immigrants également? Très bonne question. Et c'est là que l'enjeu de l'assurance-emploi est important. C'est un des leviers qui va convaincre les immigrants, au lieu de rester dans les centres urbains et de se ghettoiser, de prendre la route de la campagne, de venir s'établir chez nous. On a des preuves tangibles à Baie-Saint-Paul de gens qui se sont formidablement intégrés parce qu'on y met du temps, on y met de l'énergie, on a des bénévoles. Mais ça, si on veut réussir ça avec plus de monde, il faut plus de moyens. Et donc, tout est dans la façon dont on définit l'immigration, quelle immigration on veut, et l'indice de bonheur est important. Tout à fait. Donc, voilà. Et ça passe entre autres par la francisation et par l'attractivité en région. Sont belles nos régions. Ils vont aimer ça, vivre ici. Mais il faut qu'on ait le moyen et les leviers pour les accueillir et qu'ils soient sécurisés financièrement. En terminant, Mme Desbiens, dernièrement, la question de prêter allégeance au roi a soulevé des débats. Quelle est la position du Bloc face à la monarchie? Bien, écoutez, le Bloc est comme 70-75% de la population du Québec, et je vous dirais même qu'il y a une grande part du Canada qui le pense aussi. C'est assez. Je veux dire, 68 millions par année
les révérences à la reine, au roi, au prince, ce que tu voudras. Ça va faire. La parade du Sénat, je vous donne un exemple concret qu'une démocratie ne peut pas. C'est plus actuel, une démocratie et une monarchie qui sont dans le même bateau pour gérer un territoire. C10, la loi sur la radiodiffusion, où on a travaillé énormément pour bonifier cette loi qui avait des tracés, mais qui n'avait pas de corpus. On a apporté 122 amendements sur 144 à cette loi C10, où on a réussi à trouver un consensus pour tout le monde. On a envoyé ça au Sénat pour la sanction royale. Ça a bloqué là. Écoutez, pendant 8 mois, on a travaillé, je ne sais plus, on était à une vingtaine, donc avec des greffiers, puis des recherchistes, des députés. Pendant 2 fois par semaine, on se rencontrait pour bonifier ça. Ça a coûté de l'argent, là, au gouvernement, excusez-moi, là. Et donc, à nous tous, contribuables. Et pour finir par se faire dire par le Sénat que non, c'était inapproprié, il fallait qu'on retourne à la table de travail, alors qu'il y avait eu consensus. On est reparti avec C13 et C18 et voilà, c'est parti. Pendant ce temps-là, les créateurs de contenu, que ce soit vous autres en journalisme, que ce soit les écrivains ou les musiciens, les chanteurs, perdent 80 millions de dollars par mois en redevances. C'est odieux. Alors, ce qu'on veut, c'est que la monarchie, c'est terminé. Ça reste symbolique, mais on ne paye plus pour ça. Si vous voulez garder vos symboles, vos parades puis vos affaires, nous autres, on aime mieux l'ami carême, aller le coude. On a chacun notre chouette costume, là. Mais nous autres, on aime ça l'ami carême, mais deux autres qui aiment ça de même. Restons comme ça. Mais restez comme ça, le Canada, si vous voulez. Mais nous autres, on veut se retirer de ça, puis on veut contribuer financièrement à ça. Puis on ne veut surtout pas prêter allégeance au roi. Et là-dessus, je salue le courage du Parti québécois. Il se tient debout envers et contre tout. Oui, qui se tient encore debout là-dessus. Oui, on finit. Il y en a qui, tu sais, le QS, Québec solidaire a décidé d'emboîter le pas, puis à un moment donné, sont venus sur leur décision. Tu sais, il y a comme une espèce d'acceptation par dépit qui est inacceptable, qui n'est plus acceptable. C'est terminé. On est passé à un autre appel. On a d'autres enjeux dans la vie, l'environnement, la planète s'en va chez les gens. Les gens n'ont plus d'argent, ils sont 3 mois sans revenus. Et on a d'autres choses à s'occuper que la monarchie. Et ça, je suis contente quand les gens me disent ça. C'est vrai, bien réglons ça. Réglons ça. Ça va prendre une demi-journée à la Chambre des communes, ça va être réglé. Là. On va passer à notre appel, on va être plus fonctionnel. Donc voilà. Et là, quand vous parlez de monarchie, là ça me craint, là, parce que je trouve ça tellement aberrant, là. Ça n'a pas de bon sens. Caroline Desbiens, ça sera à suivre en 2023. On vous réinvitera peut-être en personne cette fois-ci, peut-être. Merci beaucoup. Puis, Merci. Puis gardez courage, manquez pas d'espoir. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de délier les cordons de la bourse de ce gouvernement qui préfère investir dans baie du Nord d'autres recherches de pétrole, d'autres développements pétroliers, qui se classent 58e sur 63 des pays les moins performants sur le plan environnemental à la COP27. C'est pas en leur honneur. Et nous, on est là pour dénoncer ça. Au Québec, on a pris une autre tangente. On est beaucoup plus vert, beaucoup plus engagé pour l'environnement. Ça ne nous tente plus d'être à bord d'un Titanic qui va couler. Il reste un canot de sauvetage, puis on va sauter dedans avec l'indépendance. Ça peut peut-être venir plus vite qu'on pense. Merci. Bonne fin d'automne. À la prochaine. À bientôt. C'était la députée de Beauport-Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans-Charlevoix, Caroline Desbiens. C'est une 12e édition qui commence pour le cabaret festif. Les mises en candidature sont en cours et nous avons rencontré la directrice Anne-Marie Dufour. Cet hiver, il sera possible de suivre et de découvrir de nouveaux talents grâce au cabaret festif. C'est un incontournable parce qu'en fait, ça poursuit la mission du festif qui est de faire découvrir des nouveaux talents. Tu sais, pendant le festival, l'été, on a un mélange de groupes connus et de groupes pas connus. Pour nous, c'est super important. Fait qu'à la base, le cabaret festif, ça servait à ça. Donc, non seulement d'offrir des spectacles à l'année, donc dans une période qui est un petit peu plus creuse là, culturellement dans Charlevoix, puis de faire découvrir des talents à l'année longue. Donc, on s'est bâti, je pense, un public qui est super fidèle.
L'artiste Sarah Dufour, qui a participé au concours, revient en tant que porte-parole cette année. Sarah a une carrière puis une personnalité complètement cohérente avec le concours. Elle a participé en 2014, donc ça fait vraiment longtemps. C'est une fille de la région. On voulait que ce soit... Tu sais, on avait eu Émile Bilodeau dans les dernières années qui avait fait magnifiquement son travail, mais on voulait donner un petit coup de renouveau. L'événement suit les valeurs du festival Le Festif de Baie-Saint-Paul et tente, année après année, de découvrir la perle rare. On essaie toujours de trouver une espèce de bébite, là, tu sais, un projet super original qui surprend la foule, un projet qui a quelque chose à dire, qui a un message à porter, puis aussi, bien, il faut se le dire, un projet qui est prêt à recevoir tous les prix qui sont remis là, lors de la finale. Tu sais, ça nous prend un projet qui a un peu d'expérience quand même, donc... des artistes qui ont déjà fait des spectacles, parce qu'en fait, on peut sortir du cabaret festif avec vraiment une tournée, là, littéralement, pour la prochaine année. Fait qu'il faut que ce soit un projet qui veut vraiment faire ça dans la vie, qui a de l'ambition, puis surtout qui va surprendre le public. De nombreux prix alléchants sont offerts cette année, dont la bourse de 10 000 $ de SiriusXM et la bourse de 5 000 $ de Derry Télécom. Il y a vraiment plusieurs des diffuseurs, là, de plus en plus de diffuseurs de partout au Québec qui s'associent avec le cabaret festif. On en a vraiment, on peut aller sur le site web cabaretfestif.ca pour aller voir toute la panoplie de prix qui sont offerts. Il y a des prix en studio, des retraites de création, de l'équipement chez Solotech, entre autres. Fait que c'est vraiment une espèce de coffre d'outils là, qu'on offre aux artistes qui sont en compétition. Fait que oui, ça se bonifie d'année en année, puis les partenaires s'ajoutent. Donc c'est vraiment super. La période d'inscription se termine le 27 novembre prochain. Un comité de sélection choisira ensuite les candidats qui seront présentés en janvier 2023. Donc le 10 janvier, on va annoncer la programmation officielle, puis les billets vont être en vente à ce moment-là pour les spectacles. Opération Nez Rouge est de retour après 2 ans d'absence. Nous en avons discuté avec le porte-parole Magéla Lavoie et le président d'honneur Nicolas Thibault. Magéla Lavoie, bonjour. Bonjour. Nicolas Thibault, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui. Oui. C'était le lancement cette semaine de la campagne de recrutement des bénévoles pour Opération Nez Rouge. Monsieur Lavoie, qu'est-ce que ça représente dans Charlevoix? Bien, Nez Rouge, c'est 74 équipes, 282 raccompagnements. Je regarde mes notes un peu parce que ça fait 2 ans. C'est 925 personnes qui ont été raccompagnées en 2019. Quand même. Fait que c'est quand même beaucoup de raccompagnements. Puis je pense que c'est un devoir d'avoir du Nez Rouge, même s'il y a les places sorties sont quand même limitées, mais il y a des parties, il y a toutes sortes de réunions. Fait que c'est important d'avoir ça pour au moins rendre le monde à leur maison. Là. Tout à fait. Puis est-ce que vous avez le nombre de bénévoles nécessaires cette année? Normalement, on prend 75-80 bénévoles par année. Là. OK. Puis là, cette année, vous en manquerez combien? Bien, il y a des soirs que je suis complet déjà, mais il en manque sûrement encore une 50aine, peut-être. S'il y en a plus, c'est pas grave, parce qu'il y a des soirs qu'il y a beaucoup de parties. Oui. C'est que les soirs qu'il y a beaucoup de parties, bien, j'aime mieux avoir plus d'équipes, parce que quand j'appelle, j'appelle un peu les endroits où il y a des parties, puis je vais savoir, bien, si je sais qu'il y a 10 parties, bien, ça va me prendre plus de monde que si je sais qu'il y en a juste 2-3. Le monde, ils viennent à Nez Rouge, normalement, parce qu'ils aiment ça sortir. Tu sais. Passer la veillée à la centrale à prendre un café, tu vas en prendre un, mais maintenant, si tu passes la veillée à prendre du café, tu vas te chaîner sur la route. Oui, c'est vrai. Oui. Là, c'est le retour de Nez Rouge après 2 ans d'absence, entre autres à cause de la pandémie. Pourquoi le service de raccompagnement, c'est important à cette période-ci de l'année? Bien, c'est la période des fêtes. C'est le meilleur temps pour avoir du raccompagnement. Puis dire, bien là, on peut sortir, puis on sait qu'on va revenir à la maison en toute sécurité. Puis ça évite d'avoir des accidents sur la route. Tu sais, la sécurité routière, c'est important. Oui. Ça fait que quand tu as la possibilité d'avoir Nez Rouge, ça se peut des fois que tu attendes un petit peu. Des fois, on va te dire au téléphone, bien, il y a peut-être 15 minutes, mais tu peux reprendre peut-être un autre billet, on va aller te chercher pareil. OK. Fait que ça peut compléter ta soirée, puis Oui. c'est pas plus grave que ça. Nous autres, si on dit qu'on va aller te chercher, on va aller te chercher. Ça, c'est Tout à sûr. fait. Et Monsieur Nicolas Thibault, vous êtes président d'honneur cette année. Pourquoi c'était important pour vous d'être le président d'honneur de cet organisme? Bien, quand j'ai été sollicité, c'est une cause qui
qu'on connaît depuis longtemps, Oui. puis qu'on a été sensibilisés jeunes à ça. Moi, je me souviens quand j'ai eu ma première auto, mes parents, ils nous ont vraiment sensibilisés au fait de ne pas conduire si on prenait un verre. Oui. Puis j'ai toujours eu ça en tête, puis j'ai toujours trouvé que c'était une belle idée, une belle initiative d'avoir créé cet organisme-là, puis d'avoir... puis en plus, là, c'est pour du financement local, pour les jeunes. Magella pourra probablement compléter, mais tu sais, puis quand évidemment, je connais Magella depuis des années. Là, il vient souvent au garage, il est client chez nous aussi, puis ça me faisait plaisir avec Mathieu là, de répondre présent pour l'occasion. Donc là, on parle de quoi comme investissement? Vous attendez à quoi de cette part-là? Bien, dans les autres années, on ramassait 20 quelques mille. Mais là, je ne me donne pas de montant à ramasser, mais c'est important. Tous les petits montants sont importants. Puis cette année, on a une nouveauté, c'est qu'on a créé on vend la salle. OK. Puis cette année, ça donne que c'est Nicolas qui nous a acheté la centrale. Okay. Ça fait que c'est un nouveau moyen de chercher un montant d'argent encore là. Puis, c'est important d'avoir des nouvelles ressources. Il y a possibilité de faire des dons. Puis ceux-là qui ne peuvent pas faire de dons, vous pouvez venir faire des roses. Ceux-là qui se disent, parce qu'il arrive des fois qu'il y en a qui me disent, moi, je ne suis pas capable de faire toute la nuit. Ouais. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Tu n'es pas obligé de faire toute la nuit. Moi, si je sais que à minuit, normalement, tu vas te coucher puis tu vas arrêter. Moi, je vais m'organiser en conséquence. Ça veut dire que je vais prévoir une équipe de plus. Ça fait que quand va être le temps de partir, moi, je vais continuer à rouler pareil. Je vais avoir une équipe de plus au début, mais sur la fin, je vais retomber à mon nombre d'équipes que ça me prend. Exact. Tu vas avoir fait une partie de bénévole, puis peut-être que tu vas faire comme il y en a qui ont fait en 2019, qui n'avaient pas fini, avant que la veillée finisse, ils venaient me voir pour avoir d'autres soirs. OK. Fait que la meilleure façon de savoir comment ça se passe à Nez Rouge, c'est de venir l'essayer. Absolument. Puis, des fois, on va se trouver d'autres personnes qu'on peut connaître, puis ça nous fait une belle soirée. Tout à fait. Si on veut appliquer là, cette année pour Opération Nez Rouge, comment on fait? Puis, comment ça se passe? Actuellement, ce qu'ils recommandent, c'est de s'inscrire en ligne. Okay. L'adresse pour s'inscrire en ligne, c'est opérationnezrouge.com. En marquant ça, là, vous allez déterminer Opération Nez Rouge Charlevoix-Ouest, puis là, ils vont vous demander les informations, le rôle que vous voulez faire dans l'équipe, puis toutes vos paperasses. Vous envoyez ça, puis nous autres, on va recevoir ça directement à Forum Jeunesse. Génial. Donc, on a jusqu'à quel moment pour s'inscrire? On n'a pas de date définitive. Tu peux s'inscrire n'importe quand, parce que du Nez Rouge, il y en a 8 soirs cette année. OK. Ça commence le 25, le 2, 3, 9, 10, 16, 17, puis le complémentaire, le 31, qui nous permet de finir l'année puis de commencer l'autre. C'est ça. Puis c'est une belle soirée de 31 parce que le monde aime ça, c'est ces changements, c'est des parties de maison, puis tout ça, c'est complètement différent, mais c'est un beau social. Absolument. Puis c'est un moyen de redonner dans la communauté, comme Nicolas disait tout à l'heure, parce que nous autres, l'argent qu'on ramasse, ce qu'on reçoit de la main gauche, on leur donne de la main droite à Forum Jeunesse pour les jeunes. Oui, c'est ça, cet argent-là va être utilisé. C'est ça, il va être utilisé. Ça fait qu'il y a des sorties, ils ont des affaires à faire, ça va servir à ça. Donc, on suit ça. On espère que vous aurez beaucoup de bénévoles cette année. Puis, on rappelle aux gens à la maison, c'est du 25 novembre au 31 décembre pour utiliser le transport par bénévole d'Opération Nez Rouge. C'est ça. Puis, nous autres, on remercie toutes les personnes qui nous appuient dans la cause, nos commanditaires, notre président d'honneur, toutes les personnes qui contribuent à ce que Nez Rouge soit un succès. Parce que Nez Rouge, c'est une grosse organisation. Puis nous autres, on dépend aussi de Québec. Quand on fait des choses, comme là, c'est ici, on est en train de préparer notre dépliant, il faut être accepté à Québec et tout ça. Mais c'est tout le monde qui participe, tous les commanditaires. Je remercie tous les commanditaires, les bénévoles, tous ceux-là qui participent à Opération Nez Rouge. C'est un merci puis c'est un plus pour toute l'organisation. Tout à fait. Magella Lavoie, merci. Merci Nicolas beaucoup. Thibault, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On vous attend en grand nombre, clients et bénévoles. Oui, tout à fait. La centrale est à Forum Jeunesse dans la salle du bas. Ça fait que si vous voulez venir nous rencontrer au faire Nez Rouge, on va vous attendre puis on va vous accueillir. Super, merci beaucoup puis bon temps des fêtes. Merci beaucoup.
Le parc éolien des Neiges secteur Charlevoix pourrait voir le jour à Baie-Saint-Paul. Les études préliminaires se montrent favorables pour le moment. La firme Boralex a présenté cette semaine les détails du projet. Voici le compte-rendu. Le site de la Seigneurie de Beaupré est un site exceptionnel pour le développement éolien. Tout d'abord, il y a beaucoup de vent, donc la qualité du gisement éolien est très intéressante. Il y a aussi tout un réseau routier qui est déjà existant sur le parc, ce qui fait en sorte qu'il y a un impact minime là, sur l'environnement et qui devient intéressant aussi d'un niveau financier. Il n'y a également aucune résidence permanente sur le site et c'est un site qui est situé à proximité des lignes de transport d'électricité existantes d'Hydro-Québec, ce qui fait que c'est un atout très intéressant pour le développement éolien. On vient présenter une configuration préliminaire du projet et les résultats de l'étude d'impact qui vient tout juste d'être déposée au ministère de l'Environnement. Depuis environ 1 an et demi qu'on a repris le projet, on a eu plusieurs rencontres avec des intervenants du milieu, les communautés d'accueil comme les instances municipales, les communautés autochtones. On a parlé à plusieurs groupes, que ce soit du secteur économique, touristique, environnemental. Et à date, on reçoit des commentaires très constructifs, très positifs au sujet du projet. C'est sûr qu'un des éléments que les gens ont beaucoup de questions, c'est tout ce qui est l'impact visuel du projet. C'est la question qui revient le plus souvent. Est-ce qu'on va voir les éoliennes de Baie-Saint-Paul? On a plusieurs rôles. Donc, on a un rôle de partenaire, donc vraiment d'investisseur. Donc, on souhaite participer au projet activement, au développement. On est ici aux portes ouvertes justement pour rencontrer le public, faire connaître le projet, répondre aux questions. On collabore donc avec Boralex, qui est le gestionnaire du projet, et puis Hydro-Québec aussi, qui est un partenaire, mais qui est aussi le client de l'énergie. Alors, plus précisément, Énergir, on contribue à titre actif du développement, mais aussi à titre de partenaire financier. C'est une préoccupation, je dirais, que les gens ont, auquel je pense qu'avec les mesures de mitigation qu'on a mises en place, auxquelles on souhaite que les gens vont trouver satisfaction dans l'aménagement du territoire qu'on a choisi, justement la disposition des éoliennes. Bien, exactement. Donc, toutes les éoliennes vont être sur le territoire privé, donc du Séminaire de Québec. Les résidences permanentes sont à plusieurs kilomètres du site. Les centres urbains, là, je pense à Baie-Saint-Paul, on est à une quinzaine de kilomètres de l'éolienne la plus proche. Donc, à 15 kilomètres, d'abord, c'est difficile de les apercevoir quand il y a du couvert forestier. Celles qu'on va apercevoir, par exemple, là, du quai de Baie-Saint-Paul, sont très, très, très petites. Puis pour pouvoir les voir, ça prend des conditions météorologiques qui sont idéales. Donc, pas de nuages là, pour voir quelque chose qui est très petit au sommet des montagnes. Et ce qu'on remarque, c'est que l'impact visuel serait moindre, notamment parce que l'éolienne la plus proche de Baie-Saint-Paul est à environ 15 km de la municipalité. Et toutes les informations qu'on a présentées sont disponibles sur notre site Internet. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment et qui n'ont pas pu venir aux séances d'information, je vous invite à aller consulter le site Internet du projet, qui est parc éolien au pluriel, seigneuriedebeaupré.com. Si tout se passe bien, on vise commencer la construction à l'automne 2024. Évidemment, il y a beaucoup d'étapes à être franchies avant d'arriver à la construction, comme l'obtention des permis, le processus du BAP, comme je mentionnais, le choix du turbinier, le choix de l'entrepreneur général, et pour un début de construction en 2024. Et si tout se passe bien, on vise mettre en service le parc en fin d'année 2027. C'est tout pour ce bulletin. J'espère que ça vous a plu. Au nom de toute l'équipe, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.